Salut, j'espère que ça va très bien parce que moi ça va nickel. D'ailleurs avec la petite lumière, c'est la première fois que je l'allume. Et oui, vous saviez pas que c'était une lumière, vous pensiez que c'était qu'un simple lapin de décoration. Mais en fait c'est une lumière. Et c'est cette lumière qui va inaugurer cette nouvelle chaîne, une chaîne exclusivement manga. Et on va donc parler du dernier épisode de SNK, l'Attaque des Titans saison 4, épisode 23, sur lequel j'ai réagi pour la dernière fois. Au final, sur la chaîne, l'autre chaîne, la chaîne Zicario, on va aborder point par point le dernier épisode, ce qu'il raconte, et puis je donnerai mon avis sur l'épisode, avis qui était inexistant lors de la réaction. Voilà, cette section-là de la vidéo, je devrais l'intégrer aux réactions. Donc l'épisode commence tout simplement par un constat des dégâts collatéraux. On a les brigades spéciales qui sont en train de récupérer un peu les gens qui sont sous les décombres. Hein. Au final, les victimes collatérales de l'effondrement des murs du grand terrassement. Parce que c'est vrai que bon, t'as les murs qui s'effondrent et tout, et tu te dis, il y a forcément eu des dégâts collatéraux là. Voilà, donc on est en train de constater, donc les victimes, forcément, elles sont là à se plaindre, à dire que ouais, Eren a tué des gens de son peuple, Eren a blessé des gens de Paradis, et t'as l'autre camp, donc t'as un deuxième camp qui se forme, et qui va soutenir à fond Eren, et leur dire que y a pas le choix, c'est le sacrifice, c'est le minimum nécessaire, le minimum syndical, pour au final venger Eldia. On retrouve donc Itch, qui est là à faire son boulot, hein, tout simplement, et en se baladant dans le siège de la brigade spéciale, on nous met une transition avec qui ? Avec Annie. Annie qui s'est réveillée, du coup qui est sortie de son cristal à la fin du dernier épisode. Donc c'est dans une pièce sombre, hein. Forcément elle y entre, Itch y entre, elle se fait prendre par derrière, mais par une Annie, donc une Annie qui se veut menaçante forcément avec le retour de sa bague. Mais Meskina, elle a passé 4 ans sous son cristal, elle a pas mangé, elle a pas bu, elle a rien, que dalle. Et elle espère faire face à sa pote des brigades spéciales qui a subi un entraînement et tout, vous savez, la 104e brigade et tout. Bon, au final, elles se mettent d'accord, hein, tout simplement parce que Itch ne veut pas déjà contrarier Annie, qui s'est déjà faite l'entaille. On est encore sous la menace d'une nouvelle transformation du féminin, même si honnêtement, elle a aucune force, hein, on sait tous qu'elle se transformera jamais. Elle décide donc de couvrir Annie, donc son ancienne pote, parce que Annie ne veut rien de mal à personne au final, elle veut juste se barrer. Donc elle prépare les chevaux et tout, elle se barre, et là on apprend que Annie, dans son cocon de cristal, elle a entendu tout ce qui se disait. Donc tout ce que Armin lui disait, tout ce que Itch lui disait, en fait c'est comme si elle était dans un rêve, en gros, et qu'elle entendait leur voix, du coup elle était mise au courant à peu près de la situation. Mais elle a l'air quand même choquée de l'histoire d'Eren de détruire le monde. Un peu logique, on va me dire. C'est là que Annie va décider de raconter un peu son passé à Itch. Donc son passé avec son père. Donc Annie, bon peut-être que tout le monde le savait, mais moi en tout cas, avant cet épisode-là, même après avoir lu les scans, je savais pas forcément que Annie était une enfant adoptée. Donc elle a été adoptée par le monsieur Léon Hatt, si je prononce bien la japonaise, parce qu'en gros, bon c'est une histoire classique hein, chez les Mar, hein, la mère qui était Mar, le père qui était Eldien, ou un truc du genre. Elle s'est fait abandonner, il y a un autre Eldien, du coup un Eldien rescapé, du coup le père de Annie, le père adoptif, qui l'a adopté, et il l'a entraîné à devenir guerrière pour améliorer du coup ses propres conditions de vie. Voilà, c'est classique, histoire classique chez les Mar. C'est un peu été pareil pour Reiner, hein, avec sa mère qui, bon comme elle était Eldienne et tout, elle voulait, pour pouvoir vivre avec le père de Reiner, elle voulait que Reiner devienne guerrier, bon là c'est un peu pareil. Voilà, et le mec il lui a tellement bien appris à se battre à Annie que, ouais, il lui a fait une entaille dans la jambe, enfin, elle lui a détruit la jambe, miskin, à vie le mec, hein. Bref, au moment de partir du coup pour Paradis, vous savez, la mission d'il y a 10 ans, je sais pas quoi là, eh bien il y a l'humanité du père adoptif de Annie qui ressort, voilà, et en même temps ça fait ressortir l'humanité de Annie. Elle qui avait foi en rien, qui s'en foutait de vivre, qui s'en foutait de mourir, en même temps qui s'en foutait de tuer des gens, ben, elle va avoir une raison, un objectif. Et son objectif, ça va être de faire à peu près sa mission. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, j'avais oublié la light. Ouais, ça change hein, beaucoup de choses. Ouais. Ah, je suis fort quand même, hein, j'oublie le plus important. Du coup, j'en étais où? Le père de Annie préférera qu'elle abandonne sa mission pour rentrer. Voilà, et c'est la seule promesse qu'il lui a obligé à faire, au final, c'est de revenir, quoi qu'il en coûte. Et parler du passé de Annie, du coup avec son père adoptif, c'est une superbe transition parce que ce père adoptif, justement, avec tous les autres Eldiens chez les Mar qui ont vu la vision le discours de Eren comme quoi il allait détruire le monde, eh bien en commun ils sont allés prévenir les Mar parce que bon ils sont quand même gentils, tu vois, ils vont prévenir les gens et puis aussi ils sont dans le même bateau donc ces Eldiens là, hors des murs, quoi qu'il arrive, ils vont se faire
Voilà. La moindre des choses, c'est de prévenir les gardes, du coup, pour sortir ou quoi que ce soit. Forcément, hein, les gardes-bars, ils vont pas être d'accord, hein, ils vont pas les écouter, après c'est normal, hein. Enfin, même moi, à la place des gardes, je me dis, je suis prudent, tu vois, je peux pas les écouter. En plus, bon, c'est que des démons, tu sais, le mec qui devient raciste. On les vient à Shadis. Donc, Shadis, qui est dans sa salle, ou je sais pas, sa prison ou quoi, avec les quelques-uns des nouveaux, qui sont pas encore soldats, hein, mais qui étaient à la brigade d'entraînement, quelques groupes qui avaient rejoint les Pro-Jaeger, qui avaient, après le discours de Frock, et qui avaient tabassé du coup Shadis. Comme Shadis les a sauvés, bah, ils sont revenus avec lui, voilà, ils sont revenus un peu à la raison. Et on apprend que Shadis, pour le bien de ses élèves, pour le bien de ses soldats, quoi, il avait préféré se laisser tabasser parce que le plus simple, selon lui, et c'est vrai, hein, c'était de suivre le régime des Pro-Jaeger. Voilà. Mais sans oublier que au bon moment, faudra se révolter. Voilà. Mais sinon, si t'es contre les Pro-Jaeger, ah ça y est, tu risques la mort là. C'est devenu le régime qui est limite au pouvoir parce que maintenant il n'y a plus de pouvoir. Tous les hauts dirigeants de l'armée, bah, ils sont morts. Hein. On a vu Pixis et tout en Titan. Ah, maintenant il n'y a plus d'armée. Du coup, ceux qui dirigent, eh ben, c'est ceux qui prennent le pouvoir. Ceux qui prennent le pouvoir, ceux qui ont les armes. Et ceux qui vont oser, et c'est-à-dire c'est les Pro-Jaeger. Transition parfaite avec Proc et Jean, on a les mercenaires qui étaient arrivés et tout, et qui, bah forcément, ils sont pas contents, hein, parce que ils sont venus, ils ont misé gros sur Paradis, enfin, comment dire, ils étaient honnêtes, c'était des gens honnêtes, et ça s'est illustré par le comportement de, comment il s'appelle, Onion Copon, le ref, le bon gars. Lui, il voulait pas tuer des gens. Et voilà, lui, il était pas avec Yelena et tout. Sauf que Frock, il est arrivé et tout, il a mis Yelena et les mercenaires, enfin ceux qui étaient avec Sig et les mercenaires, dans le même panier. Donc, ils les ont tous alignés, il a dit, allez hop, au trou. Forcément, il y a des gens qui vont contester, le mec, il lui tire une balle dans la main, et puis il dit, non, c'est juste une mise au point. Mais frère, ta mise au point, elle est comment, enfin, je sais pas, une balle dans la main, pour toi, c'est juste une mise au point. C'est-à-dire, maintenant, je vais arriver avec un marteau et je vais te taper la tête, et je vais dire, non mais c'est qu'un avertissement, c'est un carton jaune, tranquille. Et non, on peut pas faire ça. C'est pour ça que Frock, j'avais envie de le... Ah, c'est une tête à claque le mec et tout, avec sa coupe au bol, limite. Bref, il commence à raconter que il était au courant des plans d'Eren depuis 10 mois, donc c'était quand ils étaient chez Mar. Juste avant que Eren parte se couper la jambe et devenir, enfin, aller voir Sig, le mec qui s'est fait tirer sur la main, là, Takemichi, il conteste encore, et du coup, il se prend une balle, non, pas une balle, 2, 3, 4 balles dans la tête. Allez, comme ça, allons-y, hein, on gâche en plus des armes, on gâche des munitions, c'est parfait. Ça fait taire tout le monde, du coup, tout le monde va en prison. Jean, bon, non, c'est pas fait exprès. Bref, il est pas content, forcément, il culpabilise, et en même temps, il peut rien dire, parce qu'il a pas d'armes sur lui, il peut pas contester, voilà, c'est compliqué, c'est pas Eren Yeager, hein, Jean Kirstein. Mais il se fait quand même convaincre, ou presque, par Frock, qu'il peut vivre la vie qu'il a toujours voulu, Jean, au final. Au final, Jean, c'est le mec, c'est nous tous, je pense. Nous tous, mais le bon côté de nous tous. Le côté un peu, voilà, on pense à notre survie. On veut rejoindre les brigades spéciales, on fait bonne figure en rejoignant l'armée. Mais d'un autre côté, on reste dans les murs, on est tranquille, voilà, on s'expose pas aux titans, on risque pas de mourir. Et c'est la vie qu'il a toujours voulu, Jean. Mais il a toujours été rattrapé par la culpabilité. La culpabilité, est-ce qu'il allait être légitime à rien faire, alors qu'à côté, il y a des gens comme Eren qui l'admirent, hein. Il a dit qu'il admirait Eren. Eren, même Mikasa, parce qu'il voulait suivre surtout un peu Mikasa, pour lui éviter de culpabiliser, la culpabilité, c'est l'un des pires sentiments qui puisse exister, l'un des pires sentiments à subir. Et quand il a l'air limite convaincu par ce que lui dit Frock, comme quoi il peut reprendre une vie normale, tranquille, il n'a plus d'ennemis, en vrai, au final, c'est pas complètement faux ce qu'il dit. Et là, il y a le retour à la réalité, hein. Il y a donc les mercenaires qui sont en train de marcher tous en rang pour aller en prison. On a le regard de Onion Copon vers Jean, mais ce regard, à la fois c'est pas un regard meurtrier, mais c'est un regard ah d'accord, ah ouais c'est bien, tu vois. Enfin, le regard il en dit long, on voit qu'il en dit long, on sait sans même expliquer le regard de Onion Copon envers Jean, on sait ce qu'il veut dire. Et on voit la réaction que ça provoque chez Jean. Et c'est une réaction de culpabilité encore une fois. Donc maintenant, est-ce que Jean va vivre la vie qu'il a toujours voulu en mettant de côté tous ses sacrifices? Ou est-ce qu'il va encore une fois être rattrapé par la culpabilité et continuer de se battre aux côtés du bataillon d'exploration? Ce sera quelque chose à voir. On a également la discussion avant la fin de l'épisode entre Mikasa et Armin. Donc on a Mikasa qui, bon la pauvre, hein, elle sait plus quoi faire. Hein, voilà, il y a plus Eren, il y a plus rien. Voilà, donc elle est encore avec Armin. Armin qui se prépare pour aller rattraper Connie parce que au final, quand on est rationnel, alors déjà, on peut pas en vouloir à Connie, mais Connie, on en reparlera après. Quand on est rationnel, au final, on est Armin. On a hérité de
du pouvoir de Bertolt, du pouvoir du Colossal. Et pas seulement, à travers ça, on a hérité de la vie qu'aurait dû, entre guillemets, hériter Erwin Smith. Voilà, c'est comme s'il a pris la place de Erwin Smith. On sait même pas si Hansi, qui est la chef actuelle du bataillon d'exploration, est encore vivante. Alors on se dit, le seul qui reste pour prendre des décisions, c'est Armin. Donc Armin, lui, il est obligé d'être rationnel, et puis c'est sa manière d'être, c'est comme ça. Même s'il peut comprendre, il sait se mettre à la place de tout le monde, mais il peut pas laisser perdre un titan primordial pour la mère de Connie, parce qu'il se dit bien que si la mère de Connie, elle ressuscite, avec du coup le pouvoir du mâchoire. Forcément c'est un pouvoir, c'est un des 9 titans primordiaux en moins. Parce que la mère de Connie, on va pas l'envoyer au front quand même. Alors que le petit Falco, qui est un aspirant guerrier, on peut. Et puis encore une fois, comme il a dit, ça ferait encore des guerres en interne, parce qu'il y a encore, n'oublions pas, on y reviendra plus tard, hein, il y a encore Rainer qui dort, il y a encore Gabi, surtout Gabi, Gabi c'est celle qui était endoctrinée d'une certaine manière, et elle commençait à peine à s'ouvrir, à comprendre des choses. Armin, il veut pas gâcher ça. Et puis il y a Magat, il y a Pieck, il y a... Voilà, Armin, il a conscience que ce sont des gens gentils au final, mais que ça va encore faire des querelles inutiles. Bref, vaut mieux ne pas toucher à Falco pour l'instant. Et puis la mère de Connie, on verra plus tard, parce que quoi qu'il arrive, la mère de Connie, c'est pas urgent. En tant que titan, si personne n'arrive pour la tuer, il y a aucun risque. En plus, c'est un titan qui est atrophié et qui peut pas bouger. Donc voilà, Mikasa donc qui est là, qui sait pas ce qu'elle doit faire. Elle demande du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour Eren. Là, on voit Armin qui s'énerve. Hein. Je pense que Armin, il en peut plus d'Eren. Hein. Il a tellement essayé de se convaincre que Eren faisait ça pour les protéger, que même si au final il fait vraiment ça pour les protéger, on sait pas encore. Hein. C'est trop. Et il le dit, hein, c'est un cas perdu, du coup il s'énerve, hein, il a pas que ça à faire, il y a beaucoup d'enjeux, il y a Hansi et Levi, peut-être qu'ils sont morts, il n'y a plus aucun régime, aucun dirigeant du régime militaire. Alors il y a Historia qui est peut-être en danger, il y a Annie qui est peut-être libérée, voilà, à tout moment elle arrive et tout, elle rejoint les mares ou elle se transforme ou je sais pas quoi. Donc forcément il s'énerve auprès de Mikasa, et il s'excuse en même temps sans s'excuser parce qu'à la fin il dit quand même ouais c'est votre faute si c'est comme ça parce que toi et Eren vous avez choisi de me sauver au lieu d'Erwin. Bon, on y vient aussi à qu'aurait fait Erwin, c'est la question que tout le monde se pose également, hein. Qu'aurait fait Erwin s'il avait été là? Et je pense sortir une vidéo bientôt un peu pour analyser un peu qui est Erwin Smith et pour potentiellement essayer de savoir ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il aurait été pour ou contre Eren? C'est une question, je pense, à méditer. Voilà. Et à la fin de cette scène, il y a Mikasa qui voit qu'il y a plus sans l'écharpe. À la fin, du coup, il y a la scène, donc il y a Falco qui est sur le cheval avec Connie. Alors Falco, c'est le mec le plus pur du monde, mais aussi le plus naïf du monde, hein. Parce que bon, il se rend pas compte que Connie le ramène à bouffer à sa mère. Et en même temps, on a un peu le ressenti de Connie, qui était parti, qui a quitté sa famille pour devenir soldat, au final pour protéger sa famille. Alors, elle peut pas protéger son père et ses 2 petits frères et sœurs. Je crois que c'est des frères et sœurs. Mais il peut encore sauver sa mère, et voilà, c'est sa conviction profonde. À voir également où nous mènera cette intrigue. Scène finale, on a le Charrette et Magat qui ont pu se sauver un peu de la destruction des murs. Ils ont pu passer un peu à travers le grand terrassement, donc ils sont protégés, en gros ils sont sur l'île quoi avec tout le monde. Donc ils discutent un peu de comment se sauver, comment contrer ça, même si c'est peine perdue. Et là on a Hansi qui arrive, mais qui arrive avec un drapeau blanc limite, hein. Bon ça sert à rien à moins que ce soit un piège, mais bon ça sert à rien de se battre, voilà, il n'y a plus d'armes, ils sont tous dans le même panier un peu. Elle montre Levi qu'elle a soigné Levi, elle a mis des bandages à Levi. Voilà, maintenant est-ce que c'est un piège? Moi-même je me rappelle plus tellement si c'est un piège et Levi va se réveiller et puis essayer de les trancher, ou alors si vraiment Levi peut rien faire et ils vont essayer de discuter ou quoi. C'est marrant en plus que ce soit les deux chefs des deux camps, c'est quand même le chef des mares avec la chef du bataillon d'exploration. Donc les deux chefs des corps d'armée, il y a un bazar monumental autour, et c'est les deux qui se retrouvent qui sont impuissants. Bon, l'un a le pouvoir d'un titan et l'autre non, mais les deux quand même se retrouvent impuissants. Et ils vont tenter, en tout cas Hansi va tenter de passer par la discussion. Mon avis sur l'épisode, alors l'animation et tout, la réalisation très très belle, hein, j'ai bien aimé. Bon, encore une fois ça fait court, le rythme ralentit un petit peu, forcément. Mais j'aime bien la réalisation, surtout à la fin, avec l'instrumental de Lunding calqué sur la scène de Connie et Falco. Ça nous fait gagner un peu des scènes en plus, quoi. Ça nous fait gagner du temps en plus. Les OST, toujours très bonnes, hein. Ça, y a pas photo. On a de plus en plus du retour des compositions de Sawano, ce qui fait très très plaisir. Et en même temps, on a parmi les nouvelles compositions de Kota Yamamoto qui collent très bien à l'ambiance de SNK saison 4. Seul bémol, le filtre un peu rouge. Voilà, ça fait un peu trop.
Il devrait un peu doser ça, je trouve. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de liker, n'hésitez pas à vous abonner et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo.